Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre, un endroit où aller. Où ce soir, j'ai la joie d'accueillir Jessica Nelson. Bonsoir Jessica. Ah, Nathalie. Et Julien Paganetti. Bonsoir Julien. Bonsoir. Alors ce soir, c'est une soirée thématique, c'est une spéciale manuscrit. Alors pourquoi Jessica Nelson est là? Vous la connaissez en tant qu'autrice, mais elle est aussi fondatrice des éditions Les Saints-Pères et elle va nous en parler puisqu'ils sont spécialisés dans les manuscrits entre autres. Et Julien Paganetti, qui est expert en lettres d'autographe, on va dire ça comme ça, et en manuscrits, on peut dire ça comme ça, Julien? Exactement. Et vous avez la librairie Autographe des siècles à Lyon. Alors, je vais commencer par vous, parce que vous êtes en minorité, donc on va faire honneur aux hommes ce soir. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, Encore une comment... fois, je vous félicite. Voilà, on est un grand seigneur avec Jessica. Voilà. Je voudrais savoir comment on devient expert en manuscrit et en lettres d'autographe. Quel est votre parcours? Qu'est-ce que vous avez fait? Histoire de l'art, du droit? Comment ça se passe? Je n'avais pas prévu de raconter ma vie, mais je vais essayer d'être Très bref. rapidement, très rapidement. Non, non, j'ai tout. La plus belle école à mes yeux est la passion. Donc, quand on est passionné, on apprend toujours plus vite. Donc, non, j'ai fait des études de sciences économiques, mais j'ai eu un maigre diplôme, mais je n'ai assisté à aucun cours. Et effectivement, pendant que mon cursus était censé suivre les sciences économiques, je passais mes journées dans les amphithéâtres d'histoire de l'art. C'est vrai, mais je n'ai pas de diplôme d'histoire de l'art. Et ensuite, j'ai découvert ce monde des manuscrits et je suis vraiment un autodidacte. C'est vraiment de la passion de A à Z. Voilà. Tout ce que je sais, je l'ai appris seul et avec les conseils de certains. Comme quoi la passion, ça mène vraiment à des choses extraordinaires. Alors, vous pourrez le voir, nous sommes tous les trois jeunes. Les manuscrits, en général, on va les chercher dans des étagères où il y a un peu de poussière. Donc, je voudrais qu'on enlève cette idée reçue comme quoi les bibliothécaires sont toujours vieux, que les libraires sont des vieux et que ceux qui s'occupent des manuscrits sont des vieux. Parce que vous avez la preuve vivante là ce soir que non. Je pense que nous sommes de la même génération. Peut-être que moi, je suis peut-être un peu plus vieille, je ne sais pas. En tout cas, voilà. Donc, Jessica, toi, tu es auteur au féminin et tu as fondé en 2012 les éditions des Saints-Pères. Mais tu n'étais pas toute seule pour fonder cette maison d'édition. Non, tu as raison. Je suis cofondatrice avec un garçon qui est charmant et qui est passionné, comme nous tous d'ailleurs, qui s'appelle Nicolas Tretiakov et avec qui nous avons eu cette idée un peu, qui avait l'air un peu dingo à l'époque, de créer une maison d'édition. Déjà, effectivement, c'est un univers, on le sait, qui rencontre des difficultés, il faut s'accrocher, il faut aimer ce qu'on fait passionnément, sinon c'est compliqué. Et puis surtout une maison d'édition consacrée vraiment à la reproduction de manuscrits. Et c'est le 2012, c'est le point de départ d'une aventure qui nous a mené vraiment à rencontrer plein d'auteurs, plein de documents extraordinaires. Et on a toujours essayé d'être à la fois une maison qui s'intéresse aux documents anciens, mais qui a aussi une manière très moderne de fonctionner. Donc, c'était important pour nous, effectivement, de dire que voilà, les manuscrits, ça n'est pas réservé à une élite de gens qui sont très justement spécialisés. Ce sont des documents qui véhiculent de l'émotion, de l'histoire, toutes sortes de grands plaisirs, je dirais, de lecture. Et on avait à cœur à le partager. Alors, il y a quelque chose qui vous relie, un auteur qui vous relie, un document qui vous relie, c'est Victor Hugo. Est-ce que vous pouvez me raconter tous les deux ce point commun que vous avez de Victor Hugo? Comment ça s'est passé? Bah, Julien, du coup, je prends la parole, mais Julien, si je dis une ânerie, je compte sur toi pour me reprendre immédiatement. Mais bah, je connaissais, moi, la librairie, enfin, oui, la librairie de Julien, Autographe des siècles. Je suivais de façon très assidue ses publications sur Internet, ses newsletters. Je regardais vraiment attentivement son catalogue parce que j'ai été frappée, et ça, on parle d'un moment où je ne connaissais pas du tout Julien personnellement, mais j'étais frappée par la qualité des documents qui étaient les siens, par sa manière de les raconter, par sa manière de les mettre en valeur.
Et je trouve il y avait quelque chose qui semblait nous rapprocher, je dirais sur un plan presque philosophique. Et un jour, je tombe sur cette lettre incroyable, hein. Julien, je te laisse parler de cette lettre parce que tu connais, tu connais cet auteur et cette lettre 1000 fois mieux que moi, mais c'est effectivement le point de départ d'une belle rencontre entre nous deux. Absolument, c'est toi qui l'avais remarqué. Je possédais une lettre que j'avais mise en vente sur mon site internet, une lettre de Victor Hugo à son amante Juliette Drouet, qui était postérieure à une engueulade entre les deux, et Victor Hugo faisait à Juliette une déclaration d'amour en quelques lignes absolument somptueuse. Lettre que j'ai vendue à mon grand regret, c'est une des erreurs que j'ai faites dans ma carrière. Et Jessica m'avait contacté, je ne sais plus en quelle année, le temps passe, pour pouvoir la reproduire aux éditions des Saints-Pères, chose que j'avais acceptée avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et j'avais été, tu vois, Nathalie, j'avais été complètement, alors déjà enchantée de la rencontre avec Julien, et puis d'une certaine façon, touchée par la générosité qui avait été la sienne à ce moment-là. C'est-à-dire que immédiatement, il y a eu un dialogue qui s'est instauré et autour de Victor Hugo, de cette lettre, de ce document du monde des manuscrits. Et j'étais vraiment, touchée par la générosité avec laquelle, Julien, tu parlais de tout ça et évidemment ton accord à nous laisser reproduire ce document voilà, m'a beaucoup plu et m'a fait penser que oui, il était possible de nouer des amitiés, évidemment, dans des relations d'abord professionnelles, entre guillemets, ou en tout cas dans les domaines qui étaient les nôtres, et ensuite de continuer à cheminer comme ça autour du monde des manuscrits. Mon accord, il était bien naturel parce que c'est pas le cas de tous mes confrères, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'ai toujours eu en moi depuis le début de ma carrière. Ça va faire 15 ans maintenant que je travaille avec tous ces manuscrits, et je suis toujours parti du principe que même si j'étais propriétaire dans un laps de temps d'un document déterminé, tout ça ne m'appartenait pas, que ça appartenait vraiment à l'humanité. Et moi, ce que je souhaite, c'est faire partager ça et le faire découvrir au plus grand nombre. Si demain matin, des jeunes têtes blondes peuvent être émues par Victor Hugo, par je ne sais pas qui d'autre, ouais, je suis le premier heureux. Je ne vois pas l'intérêt de garder une lettre jalousement au fond d'un tiroir et la montrer à Comment vous l'avez personne. eu, Julien, Pardon. comment vous l'avez eu cette lettre? Ce sont des gens qui vous les apportent et vous faites des expertises pour authentification. Comment ça se passe? Qui vient vous voir justement? Comment vous récupérez ces bouts? Parce que la différence entre Jessica et vous, c'est que Jessica, elle récupère des manuscrits entiers. Vous avez des parties. Comment ça se passe? Qui vient vous voir? Il y a deux questions en une. Jessica publie des œuvres, contredis-moi si je dis une bêtise, mais globalement, Jessica et les éditions des Saints-Pères reproduisent des œuvres complètes. Les Fleurs du Mal, Voyage au bout de la nuit, j'en oublie plein. Moi, le cœur de mon métier est plutôt une lettre de Victor Hugo à Juliette Drouet, je dis n'importe quoi, en 1870, un instant de vie très précis. C'est pas une opposition avec le métier de Jessica, c'est une Complémentarité. différence, une nuance. Comment je récupère toutes ces lettres? Et sincèrement, j'ai pas grand mérite parce qu'on est très peu nombreux à faire mon métier en France, même dans le monde. J'ai jamais fait un compte précis, mais je pense pas qu'il y ait plus de 25 libraires spécialisés et experts en manuscrits dans le monde. Donc aujourd'hui, dans le monde d'Internet, vous tapez autographe Victor Hugo, autographe Baudelaire, ben, rapidement, on peut tomber sur mon site Internet ou sur les sites Internet de certains de mes confrères. Tout le monde se connaît, c'est vraiment un petit milieu. Donc voilà, souvent on m'appelle pour me proposer tel ou tel document. J'avoue que moi aussi, je les cherche tout le temps. Dès que je pars en voyage, même pendant mes vacances, je rentre dans les librairies pour vérifier qu'il n'y ait pas une lettre de Dupont, Durand, Martin qui traîne et qui pourrait me séduire. Voilà. Donc Frédéric est en train de vous montrer des parties
de manuscrits qui sont à l'intérieur des livres que reproduit Jessica. J'avais une autre question. Vous, qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans les manuscrits? Est-ce qu'il y a quelque chose de très particulier qui vous attire? Vous posez la question à moi? Vous deux, vous répondez quand vous voulez à la question. Jessica. Écoute, je trouve que le manuscrit, alors après évidemment ça dépend lesquels, il y a certains documents qui sont plus, qui déclenchent, c'est très subjectif, hein, mais il y a certains documents qui déclenchent plus d'émotions que d'autres, il y en a certains qui, là je parle des manuscrits d'œuvres complètes, mais il y a certains textes qui éblouissent par les découvertes qu'on fait sur le processus créatif de l'auteur. Il y en a d'autres qui sont plus simplement émouvants parce que, comme disait Julien très bien au sujet d'une lettre, c'est aussi un instant T dans la vie d'un écrivain, ou parce que c'est un manuscrit qui a jalonné une trajectoire. Là, par exemple, j'ai 2 exemples qui me viennent en tête spontanément. C'est le manuscrit du portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, eh bien, le document que j'ai eu la chance de pouvoir éditer aux éditions des Saints-Pères, c'est vraiment la pièce à conviction du procès d'Oscar Wilde, dans lequel lui-même il a commencé une autocensure, mais qui lui a quand même valu de passer par la case prison. Et simultanément, c'est un document qui est je dirais, grâce auquel Oscar Wilde est devenu l'écrivain qu'on connaît. C'est son œuvre majeure, le portrait de Dorian Gray, et ça a été en même temps l'œuvre qui l'a envoyé en prison. Et je trouve que ce que nous enseigne ce document-là, c'est fondamental sur l'approche qu'on peut avoir d'Oscar Wilde. J'avais envie de vous parler aussi éventuellement de Zola, le J'accuse, le manuscrit de J'accuse, lui aussi, il est porteur d'une émotion tout à fait particulière parce que il intervient évidemment au moment de l'affaire Dreyfus qu'on connaît tous et que on voit, on sent, on devine tout à fait l'écrivain à sa table de travail. Est-ce qu'il est au courant qu'il va changer le cours de l'histoire en écrivant ce texte-là? Je pense qu'il sait qu'il va y avoir des répercussions particulières. Enfin, est-ce qu'il imagine à ce moment-là qu'on en parlera encore plus de 100 ans après? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, j'aurais envie de te dire que chaque document est propice à réveiller quelque chose dans les mains, dans les yeux de celui qui le consulte. Voilà. Et Julien, vous? Avant notre rencontre, grâce à cette rencontre, ça m'a permis de formaliser quelque chose qui était encore diffus dans ma petite tête. Et je crois avoir compris que les œuvres que les éditions des Saints-Pères reproduisent, c'est des œuvres d'art d'un poète, d'un écrivain, d'Einstein. Je crois que vous avez fait Einstein, Jessica, c'est ça? Absolument. C'est ce qu'un personnage souhaite offrir de meilleur à des futurs lecteurs. C'est remarquable, c'est passionnant, évidemment. La lettre d'un temps défini, on rentre vraiment dans l'intimité du scripteur. Cette lettre, elle n'est pas destinée, elle n'était pas à l'époque destinée à être lue par moi ou par d'autres des années ou des siècles plus tard. Et là, les scripteurs peuvent livrer vraiment leur authenticité, leurs failles, leur colère, leurs bêtises, leurs manquements. Et donc vraiment, ça permet de rencontrer l'homme est vraiment le plus pur. On joue tous un rôle en société, on essaye tous d'être jolis, propres, bien élevés, bien habillés. La lettre, c'est vraiment l'authentique absolu. Voilà. Et ça, c'est vraiment intéressant de découvrir une personnalité par ce biais-là. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que les manuscrits sont des trésors? Oh oui, je pense qu'on peut tout à fait Pour moi, oui. leur donner ce statut-là. Oui, ça, Parce que qu'est-ce qui va se passer plus tard? On sait que les auteurs n'écrivent plus à la main, ou quasiment pas à la main. Qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce qui va se passer dans 10-20 ans? Il n'y aura plus de manuscrits? Ça va tomber. Vous pensez quoi de ça? Est-ce que on gardera les annotations faites avec les éditeurs? Ça va être dramatique. Ben, c'est pas impossible parce que regarde, on voyait à l'écran il y a une seconde. Il y avait une annotation, ouais. Frédéric, Les Fleurs du Mal. Les Fleurs du Mal,
en dehors de quelques strophes qui ont été retrouvées, Julien, arrête-moi si je me trompe, tu connais mieux le sujet que moi, mais il y a quelques strophes des Fleurs du Mal qui ont été retrouvées il y a peu de temps, mais je crois en marge d'un autre document. Mais en tout cas, les poèmes des Fleurs du Mal manuscrits ont probablement été détruits euh, sans doute au fil des déménagements de Baudelaire. Moi, je l'imagine bien, mais ça, c'est dans mon imaginaire à moi, faire des boulettes de papier et les balancer au feu, parce qu'il est quand même, et ça, on le voit dans le jeu des preuves corrigées, il est maniaque de la virgule. C'est un homme qui est, je pense qu'en tant qu'éditeur, il a dû rendre ses éditeurs complètement cinglés. Il arrivait absolument pas à lâcher son texte, et ça se voit vraiment dans le jeu des preuves corrigées, c'est-à-dire pour les gens qui sont moins familiers de cet objet-là, c'est vraiment l'étape quasi finale avant la publication. C'est vraiment le texte dactylographié ou écrit à la machine ou aujourd'hui évidemment passé à l'ordinateur, mais sur lequel l'auteur peut encore faire des annotations. Et le jeu des preuves corrigées de Baudelaire qui est conservé à la réserve des objets rares de la BNF, c'est un parfait exemple de ça. C'est-à-dire que ça devrait être un document assez nickel, et ça l'est pas du tout. Il corrige, il recorrige, il revient sans arrêt. Il n'y a pas un bon à tirer, il y en a beaucoup plus. Et en fait, pour répondre vraiment, pardon pour ce long détour à ta question sur qu'est-ce qui subsiste aujourd'hui du travail des écrivains, c'est vrai qu'en dehors des carnets de notes ou il y a quelques rares exceptions d'auteurs qui écrivent encore sur leur carnet, mais c'est rarement l'intégralité d'un roman. Mais peut-être que ce document qui est ce document de travail qui circule entre l'auteur et l'éditeur et qui sera annoté parfois même par les deux, peut être quand même une trace des coulisses de l'écriture des auteurs modernes et contemporains. Alors, ce matin, on avait une discussion très intéressante avec Julien. On parlait des correspondances, justement. Parce qu'on disait de rentrer dans l'intimité. Et il avait raison. Julien disait que les correspondances, tout ce qu'il y a dans les biographies, sont nourries des correspondances. Est-ce que vous deux, vous utilisez encore la correspondance? Autre que par mail, tu veux dire? Oui, madame. Oh là là. Julien, je te laisse répondre. Vos métiers, puisque c'est quelque chose de très important. Est-ce que vous... Voilà. C'est ma lettre, ça, qui passe à l'écran. Ouh, c'est la lettre de Gustave. Un regard aiguisé, Julien. Pas expert pour le... Comme tout le monde, et malheureusement c'est naturel, je suis pris dans le tourbillon et la facilité du texto, de l'email, donc je, je m'efforce de... J'étais en train d'écrire une lettre manuscrite juste avant qu'on commence la rencontre, mais donc je m'efforcerai d'être un des derniers résistants de la plume et du papier, mais incontestablement, je passe plus de temps à envoyer des textos et des emails. Quand j'étais jeune, je laissais des petits mots d'amour à mon épouse. Et aujourd'hui, on s'appelle, on s'envoie des textos. C'est dommage, c'est dommage. Alors, si je peux me permettre, Nathalie, tu fais partie de ces personnes qui continuent à utiliser la plume et le papier. Oui. Je ne vous le montrerai pas à l'écran, mais collé sur un tableau avec quelques mots manuscrits, j'ai ta carte de vœux de cette année. Moi, je suis un peu vieille France, mais c'est avec le métier de libraire, le métier de bibliothécaire, tout ça, c'est... Alors, ce qui est très drôle, c'est quoi drôle? Vous utilisez quand même des numérisations pour faire tout ça, donc vous utilisez quand même les outils d'aujourd'hui. Est-ce que ça abîme les manuscrits? Comment ça se passe? Quand on a un manuscrit qu'on vous le donne, vous mettez des gants? Comment ça se passe exactement? Alors non, mais pas de gants, mais on évite de manger un croissant avant quand même. Oui. Simplement, alors c'est vrai que dans les institutions, pendant longtemps, je crois qu'il y a eu l'utilisation des gants pour manipuler des documents précieux. Il me semble, je ne veux pas dire de bêtises là non plus, mais qu'il y a plusieurs écoles qui voilà, qui sont pas forcément d'accord sur la façon dont il faut manipuler ces objets. Après, évidemment, quand on parle d'une lettre qui est relativement récente, elle n'a évidemment pas la même fragilité qu'un document beaucoup plus ancien. Et là, je pense par exemple à... Mais on fait de la numérisation aux éditions des Saints-Pères, mais ce sont quand même le plus souvent les institutions qui possèdent les documents qui les ont déjà numérisés via leur service de reproduction et de numérisation. Mais je pensais notamment à, par exemple, un document de Maupassant, je crois que c'est
oui, je me souviens plus lequel, mais je sais qu'on s'était penché sur cette question-là. Il y a un roman de Maupassant qui est conservé à New York à la Morgan Library, qui en tout cas doit faire prochainement l'objet d'un traitement de conservation parce que effectivement, il commence à être ancien et que c'est le métier de tous ces gens qui sont dévoués à la conservation des manuscrits. Mais oui, ce ne sont pas juste des documents qu'on va sortir, numériser, remettre dans une boîte, et il y a tout un ensemble de techniques qui sont indispensables pour y parvenir. Mais tous les documents ne nécessitent pas évidemment les mêmes attentions, et même s'il y a toujours une délicatesse évidemment qui est de mise. Mais je pense que Julien a beaucoup plus l'habitude que nous de manipuler les originaux, parce que nous, effectivement, on travaille avec des institutions du monde entier, mais on travaille avec des services qui sont de pointe pour arriver évidemment à faire le rendu ensuite dans nos livres tels que vous le connaissez peut-être. Donc, ouais, Julien. Personnellement, je numérise toutes les lettres qui passent entre mes mains, parce que c'est mon outil de travail et que je veux en garder la mémoire. Une numérisation ne va pas mettre en danger un papier et de l'encre. C'est toujours pareil, c'est un éventuel excès de numérisation qui, à force de lumière, pourrait mettre en danger le papier. Donc oui, je scanne toutes les pièces qui passent entre mes mains. Je voudrais rebondir sur ce que disait Jessica sur l'utilisation des gants, qui est un sujet très intéressant. Effectivement, il y a deux écoles, les gants ou pas de gants. Personnellement, je suis de l'école de pas de gants. On voit souvent à la télévision des conservateurs. J'ai toujours ressenti une part de snobisme dans l'utilisation des gants. Quand on a des gants sur sa peau, on est plus maladroit, on n'a plus la même sensation du toucher, et là, on peut faire éventuellement une bêtise dans la manipulation du papier. Donc moi, je suis un grand adepte du à main nue. Ces papiers sont faits pour être touchés, et évidemment, on fait attention, mais ils sont faits pour être manipulés, et avec ces petits doigts, on ressent mieux l'élément qu'on a entre les mains que si on avait l'intermédiaire du gant. Donc, s'il vous plaît, pas de gant. J'ai une petite question technique pour vous, Julien. Quand vous faites une expertise, qu'on vous appelle pour faire une expertise d'une lettre, ça dure combien de temps? Ça se passe comment? C'est long? Ça peut durer une seconde. Ah oui, vous le savez tout de suite? Je pourrais vous raconter plein d'histoires. Il y a... comment dirais-je? Je ne sais plus en quelle année, je crois que c'est dans les années 70 ou 80, une grande banque française avait voulu, pour remercier ses clients, pendant les périodes de fête, ils avaient envoyé un package, une bouteille de vin, je ne sais pas trop quoi, et un fac-similé d'une lettre de Charles Baudelaire. Et il ne se passe pas un mois sans qu'on m'écrive j'ai retrouvé, cher monsieur, j'ai retrouvé dans mon grenier une lettre de Charles Baudelaire. Combien ça vaut? Je suis sûr que je vais gagner beaucoup d'argent. Est-ce que ça vous intéresse? Est-ce que vous voulez l'acheter? Là, il me faut une seconde et je réponds chère madame, c'est un fac-similé qui a été imprimé X milliers d'exemplaires. Donc, voilà, dans ce cas de figure, il me faut une seconde. Après, il faut, sur des auteurs plus pointus, reconnaître l'écriture, l'étudier, la dater, regarder le papier, voilà, etc., etc. Donc, ça peut prendre plus de temps. C'est-à-dire que vous utilisez des fichiers de référence pour la datation du papier, pour les écritures, pour les manuscrits, voilà, reconnaître l'écriture comme les policiers feraient, par exemple, pour les empreintes palmaires, parce que ça se dit comme ça. Est-ce que vous avez aussi un fichier comme ça? Je prétends pas connaître tous les écrivains ou tous les scripteurs, et puis il y en a beaucoup plus que je ne connais pas que l'inverse, mais il y a des écritures que je connais mieux que la mienne. Victor Hugo, je reconnais son écriture en une seconde. Arthur Rimbaud, je reconnais son écriture entre mille. Voilà, donc c'est rentré dans mes yeux, donc dans mon cerveau. Enfin, il y a des cases qui s'allument, je reconnais ça tout de suite. Après, non, je ne suis pas un scientifique. Il m'est arrivé de faire appel à des analyses scientifiques de datation du papier à une époque. Sinon, j'utilise des outils très simples, une loupe grossissante très forte, la lumière, enfin, voilà, des petites techniques d'artisan. Surtout votre cerveau, je pense. Vous l'avez dit.
le cerveau. Et ceci dit, je serais curieuse, j'aimerais bien être une petite souris pour voir effectivement cet instant ou la première fois où un spécialiste comme Julien découvre un document qui a été, qui est inconnu du grand public et qui potentiellement a passé des dizaines d'années dans un coffre-grenier, parce que c'est toujours un moment très excitant, je pense, d'être dans cette découverte d'un manuscrit inconnu, même si l'auteur qui en est le signataire n'est pas Jules Verne ou Baudelaire. Il y a quand même toujours quelque chose qui doit s'apparenter à la découverte d'un trésor à ce moment-là. Absolument. C'est un grand plaisir de découvrir des lettres inédites. Ouais. Alors on va parler d'une actualité que nous ne partageons pas spécialement avec Julien. C'est un auteur qui est sorti aujourd'hui aux éditions des Saints-Pères. Jessica, est-ce que tu peux nous le montrer? C'est Courrier du Sud de Saint-Exupéry. Donc voilà, ce n'est pas notre auteur fétiche. Avec Julien, nous partageons ce point commun. Donc on le dit. Mais il est sorti aujourd'hui, c'est ça, hein? Voilà, il est sorti aujourd'hui. C'est un manuscrit c'est le manuscrit du premier roman d'Antoine de Saint-Exupéry et c'est un document, c'est une très belle aventure en fait d'édition de ce manuscrit puisque tout est parti évidemment de la Fondation Baudemer à Colonie en Suisse qui est une institution qui est vraiment que je vous invite à découvrir parce qu'il y a évidemment, c'est un musée, on peut découvrir les collections qui y sont exposées de façon permanente et des expositions évidemment temporaires, mais c'est un lieu qui est juste magique. Voilà, c'est un lieu qui est magique et qui permet un survol. Après, on peut choisir d'y rester plus ou moins de temps, évidemment, mais c'est une immersion dans l'univers des manuscrits, de la bibliophilie, des œuvres rares qui est une immersion fabuleuse. Donc, ce manuscrit est là-bas. Il y a quelques années, lors d'une visite auprès de Nicolas Ducimetière et Jacques Berchtold, qui en sont les directeurs et vice-directeurs, nous avons eu cette envie de publier ce manuscrit-là de Saint-Ex pour plein de raisons, évidemment, parce que c'est un premier roman, parce que c'est une version très différente de la version finale et éditée, parce qu'il y a des dessins, parce que c'est un manuscrit surprenant. Et donc, évidemment, après a commencé un processus, je dirais, plutôt classique de présentation du projet à la succession Saint-Exupéry, etc., etc., jusqu'à l'aboutissement qui est aujourd'hui. Donc, je trouve que cette rencontre est vraiment, elle tombe à pic, puisque c'est toujours une grande joie pour nous de voir arriver un nouveau livre, parce que ça représente du travail, de l'étude, beaucoup de réflexion et beaucoup d'investissement de la part de notre petite équipe. Donc, merci de me permettre évidemment d'en parler aujourd'hui. Et voilà, c'est un jour de joie. On te remercie pour les documents, puisque c'est toi qui nous as fourni ces documents. Il y a aussi notre actualité, c'est que il se passe quelque chose du côté du Brésil. Alors, en général, là, en ce moment, on ne va pas trop au Brésil, mais Jessica Nelson, elle a eu envie d'aller au Brésil. Tu peux nous raconter cette histoire fabuleuse? Alors, écoute, tu sais, je pense que c'est comme Julien, quand il y a une nouvelle aventure manuscrite qui commence, on ne sait jamais trop où elle va nous emmener. Et de la même façon, je pense que chaque découverte de lettres, d'autographes, de documents que Julien connaît bien de par son métier, pour nous, chaque nouveau livre, c'est une nouvelle aventure. On n'est jamais confronté aux mêmes conditions. Là, je ne parle pas du tout de la situation, évidemment, au Brésil en ce moment, qui est celle qu'on connaît, qui est difficile, mais simplement, Clarice Lispector, qui est un écrivain qui traduit d'ailleurs en France, édité par les éditions des femmes depuis toujours, un petit peu par Gallimard aussi. C'est un écrivain qui a beaucoup d'importance à de nombreux égards. On pourrait faire une conférence réservée à Clarice Lispector si on le souhaitait. Mais bref, il se trouve qu'il y a quelques années, un agent espagnol d'ailleurs nous a mis en contact avec le fils, l'héritier, un des héritiers de Clarice Lispector. Et donc Nicolas Tretiakov, mon associé et moi, connaissions l'œuvre de Clarice Lispector et cette rencontre a précipité les choses. On a découvert un manuscrit qui était
qui est évidemment inédit, qui est le manuscrit de L'Heure de l'Étoile, à Hora da Estrella pour le titre en VO, et qui est conservé à Rio, à l'Institut Morales. Et donc ce manuscrit était magnifique. Ça faisait longtemps qu'on avait envie de se pencher sur la culture sud-américaine en général, brésilienne et portugaise pour le coup en particulier. Et c'est comme ça qu'on a décidé de lancer cette aventure, en fait. Et c'est une aventure voilà, qui permet aussi, je dirais, de conforter ce que nous pensons depuis toujours, c'est que finalement, la littérature, elle n'a pas de frontières. Et qu'on touche le cœur des gens avec les lettres et les livres et les mots, quel que soit le pays. Et là, c'est le Brésil, mais ça fait quelques années déjà qu'on publie aussi des manuscrits anglo-saxons, américains, 2017. anglais. Voilà, et c'est toujours, c'est aller à la rencontre évidemment d'une culture, d'un pays, de gens qui ont une sensibilité différente aussi à la littérature d'une part ou au manuscrit d'autre part. Moi, j'étais par exemple très étonnée de voir que les méthodes de travail de grandes institutions américaines pouvaient être très différentes d'institutions françaises, de voir aussi, ça c'est encore autre chose, mais l'attachement des journalistes, par exemple, l'attachement d'un journaliste new-yorkais au document manuscrit va pas être tout à fait le même. Enfin, il va pas pointer exactement les mêmes choses du doigt qu'un journaliste français. Et donc, c'est une ouverture sur le monde qui est extraordinaire. Et finalement, alors, bien évidemment, je te le confirme, je n'ai pas pu déchiffrer moi-même le manuscrit de Clarice Lispector. Je parle pas portugais, donc on s'est entouré de gens, une jeune femme notamment qui s'appelle Juliana, qui a été d'une aide tout à fait précieuse et indispensable pour comprendre le manuscrit que nous avions entre les mains. Donc voilà, c'est pour ça que chaque aventure manuscrite vient apporter son lot de surprises, de challenges parfois aussi. Et pour Clarice Lispector, écoute, voilà, la situation est certes difficile, mais après tout, il faut y aller. Il faut pas que la vie s'arrête. Non. Donc on a continué. Est-ce qu'il y a un objet que vous avez eu entre les mains tous les deux, quoi, un objet, je dis, un manuscrit ou une lettre, qui vous a le plus marqué? Bon, alors on a bien compris que la lettre, vous auriez aimé ne pas la vendre, finalement, avec le recul. Julien, est-ce qu'il y a un autre document qui vous a marqué, auquel vous tenez beaucoup et qui vous fascine toujours? On pourrait en discuter toute la nuit. Oui, il y en a eu plusieurs. J'ai fait plein de bêtises, mais malheureusement, je suis libraire, marchand, donc j'ai décidé que tout était à vendre, parce que sinon je garderais tous les documents et je ferais faillite. Mais bon, c'est un crève-cœur. Euh, j'ai, ouais, je suis pris par l'émotion. J'ai eu une lettre de Frédéric Chopin sublimissime et c'était une des 3 dernières lettres qu'il avait écrites sur son lit de mort. Cette lettre m'avait fasciné, vraiment fasciné. Je l'ai vendue. J'ai eu également un manuscrit qui m'a beaucoup marqué, un manuscrit d'Aragon. Il m'a marqué pour plusieurs raisons, parce qu'il avait été écrit à Lyon, parce que je suis lyonnais. Il avait été écrit à Lyon pendant la Deuxième Guerre mondiale en 42 ou en 43, je crois, et un texte très connu qui a été ensuite chanté par Georges Brassens et Françoise Hardy, et par Barbara également. Il n'y a pas d'amour heureux. Et j'ai toujours été amoureux de cette phrase qui fait partie de ce texte. Le temps d'apprendre à vivre, il est déjà trop tard. Et j'ai eu la chance d'avoir ce manuscrit entre les mains. Et pour parler de l'aide que j'ai encore actuellement et qui me fascine, oui, j'ai le manuscrit de L'Homme à tête de chou de Serge Gainsbourg. C'est beaucoup plus moderne, mais on voit vraiment la création, les ratures, ses idées, la mise en branle des vers. J'adore ce manuscrit. Je suis un grand amoureux d'Arthur Rimbaud. Mais vous avez tout, vous êtes merveilleusement organisé, c'est formidable. Voilà, c'est ça. J'ai adoré ce manuscrit. Et donc, oui, j'ai la chance d'avoir 2 lettres d'Arthur Rimbaud que je chéris plus que tout et que j'aimerais ne jamais vendre, mais ça arrivera peut-être un jour. Et toi, Jessica?
Alors, il y en a plein, hein. Enfin, je manipule beaucoup moins les documents originaux que Julien, naturellement, mais la visite que j'avais faite, la visite que j'avais eu la chance d'avoir, visite guidée menée par Nicolas du Cimetière à la Fondation Baudemer, avait été un enchantement parce que j'avais découvert à ce moment-là Courrier Sud, mais il m'avait aussi montré des manuscrits de Flaubert, dont un grand morceau, si je me souviens bien, de l'éducation sentimentale. Et de toute façon, quand on a aimé passionnément un roman ou un texte, avoir l'original entre les mains, ça procure toujours quelque chose, un sentiment particulier. Je pense aussi, par exemple, à la BNF, où évidemment, je me suis rendue avec Nicolas Tretiakov un certain nombre de fois. On a pu consulter plus récemment le manuscrit de La Peste d'Albert Camus, avec la conservatrice qui s'en occupe, et qui nous a permis de le feuilleter, de l'étudier, de voir un petit peu. Ça, c'était des préliminaires, si tu veux, de la publication du manuscrit de La Peste. Et donc là, voilà, c'est toujours un moment qui procure quelque chose de particulier. Peut-être que l'émotion la plus vive que j'ai ressentie, mais alors là, ça vient contredire un peu ce que je viens d'expliquer, mais c'était un manuscrit d'une vieille Bible qui est conservé à Londres, à la British Library. Et là, je ne peux pas dire que c'est évidemment que j'ai l'attachement au texte. On n'est pas dans cette dimension-là, puisque le manuscrit de cette Bible, on dit historial pour en gros illustrer, hein, je fais court sur l'explication, mais c'est une Bible qui évidemment, un texte, c'est la première traduction en vieux français du XVe siècle des textes sacrés. Et je ne connaissais pas ces textes, évidemment. Ils ont leurs particularités, leurs spécificités aussi. On ne va pas les développer ici parce que sinon, ça pourrait faire une conférence de 2 heures. Mais la première fois que j'ai vu ce document sorti des coffres de la British Library, pour nous, éditeurs français, alors la Bible est en vieux français, donc déjà, vous allez me dire, qu'est-ce que fiche un document de cette valeur inestimable à Londres ? Et franchement, je ne peux pas vous répondre avec exactitude. On va le mettre sur le compte des guerres qui ont existé entre la France et l'Angleterre et des mariages divers et variés. Mais c'est un document de toute façon qui était à l'attention à l'époque, qui a été copié par des stars du Moyen-Âge, copié, enluminé et vraiment fabriqué par des artistes stars du Moyen-Âge et de l'époque, et qui s'est retrouvé donc à Londres après bien des pérégrinations. Et oui, quand j'ai vu ce document-là, alors j'ai pas eu le droit de mettre mes mains dessus. Et si je me souviens bien, le conservateur avait une paire de gants pour le manipuler. Voilà, c'est celui-là. Mais quand vous découvrez, et c'est un très grand format, quand vous découvrez ce manuscrit-là, l'original, et que vous le feuilletez et que les enluminures du document vous envoient des lumières d'or dans les yeux, je peux vous dire que c'est un moment vraiment tout à fait spécial. Ouais. Et est-ce qu'il y en a un que vous auriez aimé avoir entre vos mains, spécifiquement? Il y en a plein en fait. Non, j'ai pas dit plein. Le Graal. Le Graal pour vous, ça serait quoi? Alors là, le Graal, ce serait quoi écoute, alors moi, j'ai une passion pour Jean Cocteau. Voilà, ça depuis toujours. Ah bon? J'ai une passion pour Jean Cocteau. Oui, non, ça ne se voit pas du tout. Donc, évidemment, alors là, je ne parlerai pas de Graal, mais si tu veux vraiment, mon rêve absolu, ce serait d'être dans une pièce avec Dominique Marny, la petite nièce de Jean Cocteau et la présidente du comité, et de pouvoir feuilleter des manuscrits pendant toute une nuit en buvant du thé pour rester réveillée et de pouvoir consulter ces documents sans limite de temps et sans... voilà. Jean Cocteau reste vraiment voilà, un de mes auteurs fétiches, donc j'irai spontanément vers Cocteau. Si tu me donnes l'occasion demain d'avoir une malle remplie de manuscrits, c'est ce vers quoi je tends. Et vous, Julien? Je vais vous répondre, mais j'en profite pour dire à Jessica que j'en ai plein des manuscrits de Jean Cocteau que je t'ai peut-être jamais montré. C'était peut-être un clin d'œil déguisé en fait. Peut-être, mais c'est marrant parce que je me rends compte qu'on a plein
comment dirais-je, d'opposition. Je déteste Saint-Exupéry, je déteste Jean Cocteau. Mais ça ne nous empêche pas d'être de très bons amis. Absolument. Le Graal, pendant des années, Arthur Rimbaud était un Graal parce que je le chéris profondément. Sa littérature, mais l'enfant précoce, le génie, le voyageur, l'homme libre, ça m'a toujours fasciné. Donc pendant longtemps, Rimbaud a été un Graal assouvi. Depuis quelques années, je m'en réjouis. C'est un musicien que je n'ai jamais eu, que je rêverais d'avoir, qui est rarissime. Rimbaud est rarissime également dans le monde des manuscrits, mais je n'ai jamais eu de l'aide de Mozart. J'aimerais beaucoup en avoir. Non, mais alors voilà, pardon, du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Sans doute que le Graal, ce serait d'avoir un manuscrit de Shakespeare. Alors, lequel, je ne peux pas te dire, mais n'importe quel manuscrit de Shakespeare serait un Graal. Pourquoi? Parce C'est introuvable. que c'est introuvable. C'est introuvable. Pourquoi? On sait pourquoi c'est introuvable? Je pense que évidemment le temps fait son œuvre, mais le seul autographe qu'on connaisse de Shakespeare, c'est une signature au bas de son testament. C'est un des derniers documents manuscrits l'ayant environné. Il y a cette signature au bas de ce document. C'est un document de 2 pages et c'est vraiment la seule trace manuscrite qu'on connaisse de lui. Et sinon, il fait partie, mais il y en a quelques-uns évidemment. Et là, je pense à Julien, tu m'arrêtes hein, encore une fois si j'ai une bêtise, mais il me semble qu'il n'y a rien du tout de La Fontaine. Enfin, pas d'autographe. Pas les fables de La Fontaine, il n'y a pas de manuscrit. En tout cas, pas à ma connaissance. Et c'est pareil, me semble-t-il, pour Molière. Molière, si on pouvait évidemment avoir les précieuses ridicules, on en serait ravis, mais ces documents-là... Le pendant parfait de Shakespeare, c'est Molière, effectivement. On ne connaît aucun manuscrit de Molière, même aucune lettre de Molière n'a été retrouvée. On prétend, je n'ai pas le chiffre en tête, qu'il y aurait 3 ou 5 signatures qui se baladent et encore, personne n'est certain qu'elles soient authentiques. La Fontaine, c'est rarissime. J'ai la chance d'avoir une lettre de La Fontaine. On parlait de Graal tout à l'heure. J'ai une lettre de La Fontaine. Je l'adore. Je suis très heureux de l'avoir. Mais La Fontaine, on peut trouver des lettres, on peut trouver. C'est vraiment pas courant. Il y a des documents manuscrits qui circulent. Mais tu vois, voilà, c'est ça qui est, c'est je trouve, une des dimensions fascinantes de cet univers-là, c'est que l'histoire, en réalité, elle est faite de manuscrits disparus ou détruits, et finalement, j'ose à peine imaginer ça, et quand j'imagine, j'ai des frissons, mais il y a certainement beaucoup plus de manuscrits qui ont été détruits et qui ne seront jamais accessibles que de manuscrits qui ont survécu au temps d'une part et puis aux événements, aux péripéties de l'histoire de l'autre. C'est certainement aussi la raison pour laquelle on a autant d'émotions à retrouver des documents, je dirais, qui ont été écrits dans des périodes, des fractures de l'histoire, par exemple pendant les guerres ou pendant vraiment des moments un peu cruciaux et très difficiles de l'histoire de l'humanité en fait. Chercher un manuscrit, ça peut s'apparenter à une piste, une chasse au trésor d'une certaine façon. Hein. Et il y a des manuscrits qui disparaissent pendant des années, on ne sait pas où ils sont, et qui réapparaissent comme ça à la faveur d'une vente aux enchères, à la faveur d'un nettoyage de grenier. Et là, je pense... manuscrit du Voyage au bout de la nuit, qui alors là, pour le coup, n'est pas si vieux que ça. Le Voyage au bout de la nuit, Céline, il a été publié en 31 ou 32 chez De Noël, et Céline l'avait vendu à Étienne Bignoux, qui était un marchand d'art de la rue La Boétie, et qui lui achetait des manuscrits. Il le vend, je crois... ça doit être au début de la Seconde Guerre mondiale, ça doit être au début des années 40. Et là, Étienne Bignoux
on ne sait pas ce qui se passe avec ce manuscrit, qui est quand même pas non plus une petite liasse de papier. C'est 900 feuillets ou pas loin. La femme de Noël disait à l'époque que Céline l'aurait apporté dans une brouette chez l'éditeur. Donc, c'était effectivement un document assez conséquent. Et donc, on perd la trace de ce document pendant des années et des années, compte tenu de la vénération de l'œuvre de Céline, qui date même de la publication, des publications de Céline. C'est assez étonnant, mais les spécialistes l'ont chassé, ce manuscrit. Je pense que des spécialistes l'ont même imaginé, je crois, en Amérique du Sud ou dans d'autres pays. A-t-il vraiment jamais quitté la France? On n'en sait rien. Toujours est-il que ce document est réapparu presque comme par enchantement lors d'une vente aux enchères en 2001. Un grand libraire de l'époque, Pierre Berès, qui était un grand collectionneur, l'aurait obtenu auprès d'un collectionneur anglais. Bon, après, est-ce que c'est vraiment ce qui s'est passé? Je pense qu'on ne sait pas exactement. Le monde des manuscrits est un monde avec ses mystères. Et voilà, Le Voyage au bout de la nuit réapparaît en 2001. Et là, évidemment, la vente aux enchères est un moment épique, puisque c'est un document dont on sait que les offres vont certainement s'envoler. Et si finalement, fort heureusement, je dirais pour le patrimoine culturel français, c'est la BNF qui a pu le préempter et l'acheter. Je ne sais plus exactement pour combien. Il me semble qu'on n'était pas loin des 12 millions de francs à l'époque, parce qu'on était encore en francs. Donc c'est quand même très rocambolesque en fait, hein. Ce document est cherché pendant des années et pouf, il réapparaît. Et j'espère qu'effectivement, il y a un certain nombre de romans du XXe siècle comme Bonjour Tristesse ou d'autres qui qui feront leur apparition à un moment donné. Mais qu'est devenue la brouette? Ah ouais. Autre enquête à mener, cher Frédéric. Alors, je reviens avec les questions et non pas avec la brouette. C'est une question pour toi, Jessica, de Marie, qui veut savoir, quand on est auteur, qu'est-ce qu'on apprend dans les manuscrits? On apprend à être très humble. C'est vrai que... Alors, non, alors je vais répondre plus simplement, mais c'est vrai que quand on a la chance de reproduire Notre-Dame de Paris, écrit par Victor Hugo, quand ce jeune homme n'a que 29 ou 30 ans, et qu'on se retrouve face à une cathédrale pareille, hein, une cathédrale littéraire pareille, ça remet les choses très en place. Ça remet aussi, si besoin est, mais je crois qu'on n'en a jamais fini avec l'exigence, mais c'est qu'il faut savoir à la fois être très exigeant avec soi-même et et aussi, d'une certaine façon, les gens qui écrivent des livres, je trouve, ont ce devoir d'aller et de donner le meilleur d'eux-mêmes. Ce que disait Julien au tout début de la rencontre, le manuscrit d'un roman, c'est ce que l'auteur a voulu donner de meilleur de lui-même à son lecteur. Après, c'est intéressant de voir comment les auteurs procèdent. Flaubert, qui souligne des mots dans ses manuscrits, on sait maintenant, enfin si je m'en réfère à, je crois que c'est Yvan Leclerc qui l'avait... spécialiste de Flaubert qui l'avait vraiment expliqué il y a quelque temps. Les mots soulignés dans les manuscrits de Flaubert, c'est son gueuloir, c'est-à-dire il avait cette technique de dire tout haut, de répéter tout haut, de lire tout haut ses manuscrits pour entendre la musicalité. Voilà, on le voit dans ses manuscrits. Victor Hugo aussi faisait des listes avec des mots qu'il barrait. Je suppose que ce sont les mots dont il avait identifié que c'était des répétitions possibles. Jules Verne, pour le manuscrit du Tour du monde en 80 jours, faisait des calculs extrêmement précis de toutes les distances et de tout le kilométrage et de toutes les durées que Phileas Fogg devait effectuer entre chaque étape de son parcours. Et donc, je dirais, ce labeur de fourmi et en même temps ce labeur de génie est très inspirant, en fait. Voilà. Est-ce que toi-même, tu écris à la main? J'écris à la main beaucoup de notes, quand je ne suis pas derrière un ordinateur, mais que j'ai vraiment besoin de mettre quelque chose sur papier. Évidemment. Mais pas le manuscrit en entier? Non, pas en entier. Pas en entier. Je m'y suis essayée à plusieurs reprises, mais c'est vrai que je crois qu'il y a malheureusement une habitude qui se crée avec les outils informatiques qui fait que c'est difficile de revenir en arrière. En revanche, j'ai quand même besoin, pour rendre mes idées claires, d'avoir du papier et des crayons autour de moi.
Alors, il y a Hélène, Julien, qui voudrait savoir s'il y a une différence entre les manuscrits d'hommes et de femmes. Est-ce que dans les corrections, dans la façon d'écrire, est-ce que... D'ailleurs, j'imagine qu'on a plus de manuscrits d'hommes que de femmes, déjà. Fatalement, parce que moi je suis très, très adepte du 19e siècle, donc il est vrai qu'à cette époque-là, les- la littérature était plus exercée par les hommes que par les femmes, mais non, je peux difficilement répondre à cette question. Chaque auteur est unique. George Sand est assez... Pas des écritures plus féminines que... Non, pas du tout, pas du tout. Non, il y a vraiment pas de réalité. Même dans le style, des femmes sont très abruptes et des hommes sont très délicats. Et est-ce que ça vous est arrivé de trouver un manuscrit, par exemple est-ce que ça nous est arrivé d'ailleurs de retrouver un manuscrit où tout d'un coup on aurait raté un auteur, c'est-à-dire que tout d'un coup on retrouve des choses extraordinaires, des histoires extraordinaires écrites par quelqu'un qui est passé complètement inaperçu, voire qui n'a pas été publié? Ce ne sont pas des manuscrits, mais il m'est arrivé d'avoir des lettres de personnes lambda, Monsieur Dupont-Durand, et par exemple de soldats dans les tranchées pendant la Première Guerre mondiale, qui envoyaient une lettre à leur conjointe. Et ce n'étaient pas des écrivains, mais j'ai pu lire des lettres d'une force et d'une profondeur et d'une sensibilité remarquable, fascinante, absolument. Est-ce que c'est à partir de ces lettres manuscrites qu'on a fait ce qui était sorti, les lettres des poilus? Probablement, c'est Jean-Pierre Guénaud qui a fait ce livre, non? C'est ça, Oui, Jessica? tout à fait, oui, c'est ça. Quelle idée magnifique hein, Ouais, effectivement d'aller chercher ces correspondances incroyables et de les ouais. mettre en valeur comme Jean-Pierre Guénaud l'a fait. C'était aux éditions des Arènes, je crois. Je veux pas dire de Oui, c'est les arènes, je confirme. Oui, il me semble aussi, oui. C'est vrai que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, c'est des écritures sur le vif, et c'est vrai que c'est pas nécessairement, ça ne mène pas de signature forcément connue, mais ça traduit de tels instants de vie, de tels bouillonnements émotionnels, voilà, je pense qu'on peut être que estomaqué même parfois par la valeur de ces témoignages-là. Mm. Alors, Christophe voudrait savoir combien ça coûte, Jessica, de publier un manuscrit. Est-ce qu'il y a des manuscrits très chers, de reproduire pour pouvoir le publier? Est-ce que vous Alors, avez un prix d'achat? Est-ce qu'on vous les donne? Alors, le prix d'achat, nous, qu'on a choisi d'essayer de proposer aux lecteurs, c'est un prix évidemment qui reste relativement bas, en fait. Ah non, je crois que c'est pas ça qu'on me demande. Ah, pardon. Est-ce que vous payez quand vous reproduisez un manuscrit? Est-ce que vous achetez le manuscrit Alors, et combien? Voilà. on n'achète pas le manuscrit, on achète en général les images des manuscrits, ou alors on finance les numérisations de ces manuscrits par les institutions qui les conservent. Donc oui, ça peut être très cher. Quand les documents sont fragiles et précieux et qui ne sont pas numérisés, ça coûte très cher. Et c'est évidemment, et je suis fière de le dire, hein, c'est un acteur privé, donc les éditions des Saint-Pères, qui est à l'origine de certaines numérisations. Mais il n'y a pas un cas de figure, encore une fois, qui ressemble au précédent, parce que certains documents sont numérisés, mais ils sont sous droit. Donc quand ils sont sous droit, ça veut dire qu'on doit obtenir évidemment l'autorisation des ayants droit ou de l'éditeur qui représente l'ayant droit ou des deux. Ça dépend vraiment des œuvres dont on parle. Et donc, évidemment, que tout ça a un prix, bien sûr. Et je dirais... mais ce serait difficile pour moi de vous dire exactement lequel, parce qu'on a eu vraiment des cas de figure très différents les uns des autres. Certaines institutions nous offrent les images des manuscrits et le font parce qu'elles sont elles-mêmes dans cette volonté de partage et d'échange qu'on évoquait tout à l'heure, et que ensuite s'engagent entre nous et cette institution eh bien je dirais des liens qui deviennent assez forts et qui sont projetés dans le même objectif du rayonnement de l'œuvre. Voilà. Et ça, D'accord. c'est toujours très Bon, précieux. on va quand même les satisfaire, on va leur dire un prix, non?
Au moins un, enfin, ou une fourchette quand même. Sinon, on devient très français. Oui, bah, je ne sais pas quel a été le plus cher, par exemple. Ah, le plus cher, c'était la Bible historiale. La Bible dont je Ah vous oui, parlais tout à l'heure. Dommage pour les droits d'auteur. Ah oui, non. Là, il n'y a pas eu. Non, mais honnêtement, c'est des tarifs qui sont. Vous pouvez mettre quelques zéros, oui. Ce sont des documents, encore une fois, qui ont une vraie valeur intrinsèque. Et donc, l'achat des images qui sont réalisées pour aussi avoir la qualité que nous, on attend et que nous, on souhaite délivrer aux lecteurs, va avec, bien sûr. Parce que vous, le livre, le prix que vous vous êtes fixé, c'est quoi le maximum sur une... Bah, on s'est pas fixé le maximum, mais globalement, pour le moment, je ne pense pas qu'on ait dépassé 350 € pour un livre, pour le prix de vente d'un livre. Et c'était justement la Bible dont je vous parle. Pour convaincre les plus réticents, je vais juste montrer la taille et le poids. Ah oui, c'est ça. En fait, vous le vendez au poids, c'est ça l'idée. C'est au kilo. Non, mais blague à part, celui-là, je crois qu'on l'a mis en vente à 340 €. Mais globalement, ce n'est pas un prix qui est excessif relativement, effectivement, aux 2 ans de travail qui ont été nécessaires pour nettoyer, pour restaurer la qualité des images du manuscrit et par rapport à toute la fabrication qui est faite à la main dans des ateliers en France. Mais ce que nous permet aussi le fait d'être une maison d'édition qui vend sur son propre site internet. On est dans les librairies, bien sûr, mais on a aussi cette capacité à vendre directement à nos lecteurs, fait qu'on a pu transférer une partie de ces frais-là dans les frais de fabrication et ne pas non plus partir dans des fourchettes de prix qui rendent les objets inaccessibles, parce que notre idée, c'est pas de faire des manuscrits inaccessibles, c'est de les partager. Oui. Enfin, bon, Dieu n'a pas de prix, c'est bien connu. Donc, je crois qu'on arrive à la fin de notre rencontre. Et puis d'ailleurs, on va rappeler qu'on peut aller sur notre site, à la page de votre maison d'édition et être en lien direct si on veut acheter des manuscrits chez vous. C'est un beau cadeau à faire. C'est bientôt la fête des mères. C'est un appel. C'est un appel. Vous pouvez aussi, pour la fête des mères, aller voir Julien. Oui, absolument, parce que vous n'aurez pas la reproduction, là, cette fois, vous aurez le vrai, parce que Julien nous l'a expliqué tout à l'heure, il n'achète pas de facsimilé. Non. Mais vous pouvez aller sur son site internet, donc c'est autographe au pluriel, siècle.fr et vous verrez que finalement c'est très accessible. Il y a des idées reçues, on peut s'offrir une lettre pour pas très cher. Donc je vous engage à aller là et aussi d'aller aussi sur le site des Saint-Père.fr. J'en profite pour vous remercier tous les deux d'avoir été là ce soir avec nous. Mille merci. Tes équipes nous ont fourni tous les documents dont on avait besoin. Merci Julien pour votre disponibilité aussi. Rappelez que demain on se retrouve à 19h, on repart dans le roman. Je recevrai Anne de Quinquelin pour son livre La sourde oreille qui est paru aux éditions HarperCollins. Donc n'hésitez pas à aller sur le site des Saint-Père et sur le site autographe des siècles. C'est .com oui, c'est .com et les Saint-Père c'est .fr. Mais vous pouvez aussi aller voir Julien à Lyon. L'adresse, c'est boulevard Marius Vivier Merle, dans le 3e, c'est ça, je ne me trompe pas, Julien? Absolument, mais uniquement sur rendez-vous. Oui, c'est ça, il faut le préciser. Et ne le braquez pas non plus, hein. Allez-y sans rien. Je vais toujours essayer, mais ça ne marchera pas. En tout cas, merci à tous les deux. J'espère que les manuscrits... Donc, on a bien compris qu'on ne trouverait jamais de manuscrit de Jessica Nelson dans 30 ans. On en trouvera peut-être de Frédéric de Guel parce que je sais qu'elle écrit dans des carnets et de façon... Donc, voilà. Un grand merci à vous deux. Belle soirée à tous et à demain à 19h. Au revoir.